Drake reviendra à la charge le même jour avec Family Matters. Et c'est ce morceau qui va faire prendre un tout autre tournant à ce clash. Drop a 50 bag for the mob in a spot. Fuck 'em up. I'ma do myself. Why you pulling like a bitch, ain't you? Trying to strike a chord, and it's probably... Étant donné que non seulement il est accompagné d'un clip, mais en plus de ça, comme son nom l'indique, il va ouvertement parler de la famille de Kendrick. Et ça, vous allez le voir un tout petit peu plus tard, c'était vraiment un move à éviter. Du coup, pour parler du clip, tout d'abord, on va voir la voiture de Good Kid, Mad City être emmenée à Toronto, puis détruite. Alors cette voiture, on peut la voir sur la cover de l'album, et Good Kid, Mad City, c'est vraiment l'un des albums les plus importants de la discographie de Kendrick. En faisant ça, Drake s'attaque au symbole et il en a conscience, mais il n'en est pas à son coup d'essai. Pour vous remettre dans le contexte, on va devoir remonter un peu dans le temps à un moment où il était en bif avec une toute autre personne, Pusha T. C'est Pusha T qui sortira gagnant de ce bif en détruisant Drake dans le fabuleux morceau The Story of Adidon. Je rigole rien qu'en imaginant la cover du morceau, mais en gros, dans ce titre-là, il fera découvrir au monde entier le fils caché de Drake. Du coup, un rappeur, quand il se fait humilier comme ça, il a pas beaucoup de solutions, il faut qu'il sorte un hit, ou sinon, sa carrière tombe à l'eau. Du coup, en 2020, Drake va essayer de play it off en sortant Life is Good avec Future, morceau dans lequel on peut l'entendre rapper ça. Ce qui veut dire qu'en gros, ils ont réussi à l'avoir une fois, mais qu'au pire, ça fait rien. Et il avait un peu raison, parce qu'au final, il va finir premier des charts à nouveau, et il va donc renouer avec son public, le succès, et tout est bien qui finit bien. Enfin, du moins, l'histoire s'arrête là, mais lui, de son côté, il continue d'avoir la haine, et notamment envers Pusha T et son mentor, Pharrell Williams. Lorsque celui-ci mettra en vente certaines de ses chaînes les plus iconiques, devinez qui va sauter sur l'occasion pour se les acheter. Drake. Il va alors commencer à s'exhiber avec dans des clips et essayer de narguer Pharrell. Sauf qu'encore une fois, Drake se ridiculise tout seul parce que je vous rappelle qu'il se les a procurés en se les achetant en fait. Il les a pas volés, il les a pas dérobés. Du coup, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Et puis surtout que le malaise commence à grandir à mesure que Drake alimente ce bif unilatéral tout seul, sans réaction de Pharrell. C'est lorsque Kendrick et Drake vont rentrer en bif que Kendrick, dans le morceau Euphoria, va clamer endosser le bif à la place de Pharrell. I don't like you popping shit at Pharrell. For him, I inherit the beef. Yeah, fuck all that pushing P. Let me see you push a T. Du coup, c'est pour ça qu'on voit ce gars avec autant de chaînes autour du cou dans le clip de Family Matters. En réalité, ce sont les chaînes de Pharrell. Plus tard, quand on posera la question à Pharrell en interview, il dira que Drake se les est sûrement procurées parce qu'il les aimait bien pour ce qu'elles représentaient et que c'était un fan de la culture. Est-ce que vous imaginez 2 minutes l'humiliation que ça représente? Déjà, Pharrell n'a pas répondu à un seul moment à ce bif, ce qui est déjà le signe d'un mépris gigantesque. Et en plus de ça, lorsqu'il daigne enfin répondre, il lâche que Drake est juste un admirateur. Et ça fait vraiment mal quand on sait que tout ce que veut Drake par-dessus tout, c'est de la légitimité. Mais c'est pas tout, parce que pour en rester au bijou, Drake l'année dernière s'est procuré la bague de Tupac à $1 million. C'est d'ailleurs celle qu'on peut apercevoir dans le clip, comme pour narguer Kendrick, dont l'idole est bien évidemment Tupac, comme je vous l'ai déjà indiqué. Encore une fois, c'est un peu bas, c'est un peu nul de s'attaquer au symbole et à l'héritage comme ça, mais c'était pour vous faire une petite remise en contexte. Et du coup, pour revenir à Family Matters, Drake va évidemment continuer d'attaquer Kendrick, et d'une manière assez discutable, puisqu'il va clamer que lui et Kendrick ne sont pas si différents, étant donné qu'ils mèneraient le même mode de vie en fréquentant les mêmes femmes. Parce que pour rappel, c'était l'une des choses que reprochait Kendrick à Drake. Ses relations avec des femmes fausses qui ne sont pas représentatives de celles qu'on respecte vraiment. Mais ils ne sont pas différents également parce que Kendrick a beau avoir grandi à Compton, qui je vous rappelle est un quartier assez chaud à LA, et bien ça reste un bon garçon, Good Kid, Mad City. Ça fait donc écho à l'enfance de Drake que je vais vous expliquer un peu plus tard. Je sais, je fais que de dire ça, c'est absolument insupportable. Mais du coup, il contre-attaque en essayant de rabaisser Kendrick à son niveau, plutôt que d'essayer de se défendre et de l'attaquer sur d'autres points. Je trouve ça un peu bête parce que du coup, ça prouve juste que K-Dot avait raison et a visé juste dans sa dernière diss track. Et Drake, comme je vous l'ai indiqué, va s'abaisser à l'usage de rumeurs sur l'entourage de Kendrick. D'abord en disant que Dave Free, un de ses amis et collaborateurs de longue date, était en réalité le baby daddy du fils de Kendrick. Alors en gros, baby daddy, baby mama, c'est un concept assez répandu aux États-Unis. On le voit pas trop en France, mais en gros dans la culture américaine, c'est juste le fait d'attribuer la paternité ou la maternité à une personne sans que ce soit vraiment votre partenaire. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit votre femme, c'est juste la mère de vos enfants.
C'est le cas de beaucoup de rappeurs qui ont plusieurs baby mama différentes. Du coup, l'abréviation c'est BM ou BD. C'est un anagramme qu'on retrouve vraiment beaucoup dans Family Matters, du coup je trouve ça important de le remettre dans son contexte. Il dit aussi qu'à présent, le natif de Compton est célibataire et lui souhaite un joyeux divorce. Et pour cause, il aurait commis des violences conjugales envers Whitney, sa femme. Et encore une fois, je trouve que ce sont des attaques assez faibles puisqu'il les clame juste sans aucune preuve derrière. Ce ne sont que des bruits de couloir qui servent à accabler l'adversaire. Et en soi, vous allez me dire c'est une méthode, mais peut-être pas la meilleure au vu de ce qui va suivre. Même pas un quart d'heure plus tard, une bombe va être lâchée. Son nom, c'est Meet the Grams, en référence au nom de famille de Drake. C'est un morceau avec des aspects horrifiques et vraiment sinistres, tant Kenny s'immisce avec agilité dans la vie de Drake. Cette réponse, on se doute que Kendrick ne l'a pas élaborée en un quart d'heure, mais qu'elle est le fruit d'une stratégie bien ficelée qui a déjà été pensée depuis un moment. Du coup, Meet the Grams, c'était sans doute la réponse qu'il avait prévue au cas où Drake évoque sa famille. Et oui, je vous l'ai dit, c'était pas un très bon move, mais ça vous allez le voir au fur et à mesure du morceau parce que ça va vraiment être très très sombre. Les premières notes arrivent et un piano démuni joue quelques notes. Kendrick, dès la première phrase, s'adresse directement au fils de Drake. Ce procédé va vraiment donner un ton tout particulier au morceau, étant donné qu'il va le reproduire tout au long de celui-ci et pour chaque membre de la famille de Drake. Allant de son père, dont il se servirait uniquement pour avoir de la légitimité auprès de la communauté afro-américaine, étant donné que son père vient de Memphis aux États-Unis et qu'il est noir. Ou à sa mère, à laquelle il confie que son fils a des comportements semblables à ceux d'Harvey Weinstein auprès des femmes. Harvey Weinstein, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'était un producteur hollywoodien qui avait énormément de succès et qui a d'ailleurs sans doute produit vos films préférés. Il a récolté des tonnes d'Oscars jusqu'à ce qu'une polémique vienne entacher tout ça. On est en 2017 et c'est à cause de lui et de ses agissements envers des femmes que le mouvement MeToo a été initié. En effet, il les contraignait à avoir des rapports sexuels avec lui dans le but d'obtenir des contrats et donc de sauver leur carrière. Kendrick s'adresse ensuite à une jeune fille et on devine en fait petit à petit que ce serait la fille cachée de Drake. Une fille qui serait alors âgée de 11 ans. Et ce qui est encore une fois très fort de la part de Kendrick, c'est qu'il nous fait douter. Le principal concerné tournera cette rumeur à la dérision plus tard sur Instagram. Mais bon, il n'y a aucune preuve d'un côté comme de l'autre. Donc on est toujours dans le flou par rapport à ça. Et finalement, le coup de grâce sera porté à la fin du morceau lorsqu'il s'adressera à Drake par son véritable prénom, Aubrey. Signe qui confirme que, si ce n'était pas déjà assez clair, c'est vraiment devenu personnel. Dans cet ultime couplet, il cite chacune des choses qu'il reproche à Drake, surtout son hypocrisie. Il lui demande alors de retirer son masque de manière métaphorique bien évidemment, mais ça lui permet aussi de faire référence à Mask Off, le son de Future produit par Metro Boomin. Pour lui, Drake est un menteur et ça se concrétise à la toute fin du morceau. Il utilise le procédé rhétorique de l'anaphore, c'est-à-dire qu'il va répéter la même structure de phrase pour appuyer son point. Il va répéter « you lied, you lied, you lied » en énumérant chacun des sujets à propos desquels il aurait menti. You lied about your son, you lied about your daughter, you lied about them other kids that's out there hoping that you come. Ouais, ça sent vraiment pas bon pour Drake et l'écart se creuse alors que Kendrick, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Puisque dans la même journée, il sort Not Like Us, un bop version West Coast. Et ça nous permet aussi de réaliser quelque chose, c'est que Kendrick mène vraiment la danse. C'est lui qui dicte le rythme du clash. Que ce soit dans la sortie de ses réponses, parce qu'il peut autant prendre 3 semaines pour Euphoria que sortir 3 sons en 2 jours. Mais aussi dans l'ambiance générale du clash, en mettant une clim énorme à Drake et en terrifiant tout le monde avec Meet the Grams, et en réchauffant l'ambiance avec un hit comme Not Like Us. Et faire d'une diss track un hit, c'est la pire chose qui pouvait arriver à Drake. Parce que du coup, tout le monde va indirectement danser sur son cadavre et sa démise, un peu à la manière des Bloods. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui est vraiment dit dans ce morceau? Et bien à nouveau, Kendrick va accuser Drake de vouloir s'emparer de cette culture qui n'est pas la sienne. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, il va utiliser cette image du colon. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand on sait que le clip de Not Like Us est sorti le 4 juillet, le jour de la fête nationale aux États-Unis. Bref, du coup, Drake serait un culture vulture, en français, un vautour de la culture. Il la parasite en essayant de reproduire ses codes. Mais laissez-moi vous expliquer un peu mieux ce reproche qui lui est quand même très souvent fait dans ce clash, et pas que de la part de Kendrick. Déjà, le premier élément à prendre en compte, c'est que comme je vous l'ai dit, Drake est originaire de Toronto. Là où, pour beaucoup, encore aujourd'hui aux États-Unis,
États-Unis, il faut venir d'une grande ville pour être legit dans le rap. Des villes entre autres comme New York, Atlanta, Chicago ou encore Los Angeles. En fait, ce n'est que récemment que des rappeurs américains issus des 4 coins des États-Unis ont réussi à vraiment se faire un nom et percer. Et du coup, Toronto, c'est une ville sans héritage musical, contrairement à Compton dans les années 90. De plus, Drake est métis et ça, c'est un problème pour certains. Parce que comme je vous l'ai dit, son père a beau être noir, eh bien sa mère est une femme blanche juive et elle l'a élevé toute seule dans un quartier de classe moyenne. Ça nuit donc pas mal à l'image de gangster qu'il essaye de se donner. Il n'a pas vraiment connu la violence ni la pauvreté. Personnellement, cette image de gros dur qu'il essaye de se donner, c'est quelque chose qui me repousse chez lui et qui fait que je ne peux tout simplement pas écouter certains morceaux. Et ce point de vue, je trouve que Kendrick Lamar l'a très bien exploité, notamment dans ces paroles-là, dans Euphoria. Je trouve que ça illustre très bien le fond du problème et je pense que ça peut vous permettre de mieux comprendre ce point de vue de culture vulture. Mais c'est pas le seul ni le principal problème qui sera imputé à Drake dans Not Like Us. Parce que le thème central du morceau, ça reste bien sûr des accusations dont je vous avais déjà parlé plus tôt. Kendrick nous expose donc ça et d'un coup, ça laisse planer le doute. Il ne nous apporte aucune preuve et reste en surface mais avec un ton léger. Et ça, c'est très habile. Là où Drake ébruite des rumeurs sans fondement et s'expose à être contré, Kendrick, lui, se protège avec son attitude moqueuse, mais qui laisse tout de même un soupçon d'incertain. La punch la plus mémorable étant... Et on est à nouveau face à plusieurs sous-entendus très ingénieux de la part de Kendrick. Tout d'abord, to strike a chord en anglais, c'est une expression qui désigne essayer de susciter une émotion. Chose que Drake a essayé de faire tant bien que mal sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de ses mèmes. Ce qui nous ramène à la phrase d'avant. A chord, ça signifie aussi un accord. Et c'est là que ça devient très intéressant. Étant donné que le A minor, c'est-à-dire le La mineur en français, c'est bel et bien un accord. Qui plus est l'accord utilisé dans Meet the Grahams, mais aussi Teenage Fever de Drake. Teenage voulant dire adolescent, mineur, enfin bref, vous avez compris quoi. On peut aussi noter le fait que le La mineur, c'est un accord qui n'utilise pas de note noire lorsqu'on le joue sur un piano. Ça peut donc une nouvelle fois faire référence au métissage de Drake. Et dans cette punchline, il y a un autre paramètre qui vient entrer en jeu, et c'est tout simplement nous, les spectateurs. Parce que ça éveille notre curiosité, et en l'absence de justification, on va essayer d'interpréter nous-mêmes, avec ce que l'on sait, des actes potentiellement inappropriés de Drake envers des personnes mineures. Ça salit donc sérieusement son image, mais d'un autre côté, on peut également remettre certaines choses en question. Comme par exemple la nature de sa relation avec la jeune actrice Millie Bobby Brown. I love him. We just texted each other the other day and he was like, I miss you so much. I was like, I miss you more. What advice does he give you? Like, what does he say? About boys, he helps me. What? Qui à l'époque était âgé seulement de 13 ans, alors que lui en avait plus de 30. Ou encore son incroyable bienveillance envers Billie Eilish, qui à l'époque était âgée de 16 ans. Seulement ça, c'est ce qui apparaît quand on regarde en surface et que on spécule sans réelle preuve. Ces éléments que je vous apporte, ils sont issus de vidéos sur TikTok qui ont refait surface et sont devenus virales. Seulement des preuves, malheureusement, il y en a, et j'en ai vraiment marre de mes vidéos. On revient tout le temps au même sujet, mais bon, je vais devoir m'y coller, parce que je pense que c'est important que vous ayez ça en tête. Du coup, en 2010, il y a une vidéo du rappeur qui a été prise lors de l'un de ses concerts, et qui a d'ailleurs par la suite été upload sur YouTube. Elle est d'ailleurs encore accessible, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et dans cette vidéo, on peut le voir embrasser une jeune femme, et cette jeune femme, il s'avère qu'elle a 17 ans. Et il enchaîne, après avoir appris qu'elle était mineure, avec 2-3 remarques vraiment déplacé. Et à ce moment-là, il avait 23 ans. Voilà. Bon, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Simplement, je pensais que c'était important que vous ayez cet élément-là en tête. Pour revenir à Not Like Us, l'après va être plus que salé pour le rappeur canadien. D'abord avec le clip qui sortira le 4 juillet, soit à peu près 2 mois plus tard. Et ce clip, il réunit littéralement tout le monde, que ce soit l'ancien label de K-Dot, Top Dog Entertainment, avec lequel il est censé être en conflit, c'est quelque chose que Drake avait dit dans Push-Ups. Mais il réunit aussi toute la ville de Compton, comme on peut le voir à ces images, et où on ne peut même plus voir Kendrick. Ce qui montre non seulement qu'il rassemble la culture et veut l'honorer, mais également que sa ville est derrière lui, contrairement à ce que disait Drake, parce que dans Push-Ups, il disait
Ce qui laisse sous-entendre qu'en réalité Compton est plutôt du camp de Drake que Kendrick, ce qui est du coup complètement faux, comme on peut le voir. Et ça, c'est l'un de mes moments préférés. On peut également voir la famille de Kendrick, toute joyeuse, avec ses enfants, mais surtout sa femme, qui porte un Marcel. Et ce type de haut, en anglais, ça a un nom, ça s'appelle un wife beater. Voilà, du coup, je vous laisse faire la traduction. Enfin, en tout cas, c'est assez ironique, surtout quand on la voit taper un petit sea walk, qui est une danse des Crips, originaire de Los Angeles. Voilà, c'est une danse de gang qui est pratiquée pour narguer l'opposition, ou les ops en anglais. Et là, maintenant, on va se pencher un peu plus sur les métaphores et les références visuelles du clip, qui sont multiples. Elles sont plus ou moins subtiles, mais on va d'abord commencer avec le plan du tout début, où on peut apercevoir le tribunal de Compton, qui paraît très froid et vide. Cette notion d'enfermement, elle sera reprise à la toute fin du clip, quand on pourra voir une chouette enfermée dans une cage. Je vous rappelle que la chouette, c'est le logo de OVO, soit le collectif de Drake. Kendrick se tient devant cette cage, en silence, qui fait référence à ses paroles dans Euphoria. Them superpowers get neutralized, I can only watch in silence. Kendrick part pour finalement laisser la chouette seule, ce qui voudrait donc dire que la carrière de Drake s'arrête là, tandis que Kendrick, lui, continue d'avancer. Et on peut également interpréter cette pièce dans laquelle se tient Kendrick comme étant une cellule de prison. Surtout au vu de cette phrase, You better not ever go to cell block 1. ce qui fait référence à la situation des délinquants sexuels en milieu carcéral. Dans cette scène, on peut également voir Kendrick faire des pompes, ce qui est une référence évidente au morceau Push-Ups. Il est en fait 17 comme l'âge limite d'un mineur, mais également comme le nombre de Grammys qu'il possède. Mais le décor est une référence bien plus subtile à cette photo, dans laquelle on peut voir la mannequin et actrice Milla Jovovich se tenir au milieu d'une pièce avec des éléments disposés de la même manière. Un tableau retourné avec des enceintes empilées. Et Milla Jovovich, en plus d'être une actrice connue, qui a joué dans le 5e élément, a débuté sa carrière de mannequinat à 11 ans, grâce à un homme qui l'a repéré, Jean-Luc Brunel. Alors oui, 11 ans, c'est un tout petit peu tôt pour débuter une carrière de mannequinat, un métier basé sur le physique. Jean-Luc Brunel, il a par la suite été accusé d'abus et du coup il s'est cassé direction les États-Unis où il a fondé sa propre agence qui a en partie été financée par Jeffrey Epstein. Et en 2020, il sera incarcéré parce qu'il est soupçonné de trafic sexuel pour le réseau de Jeffrey Epstein. Et les deux seront retrouvés morts, pendus dans leur cellule. Ça c'est une autre histoire, hein. Et oui, ça va très très loin. Mais continuons dans l'analyse où l'outfit de K-Dot à ce moment-là fait quand même pas mal penser à cette vidéo. His jewelry, whack. His foot stance, whack. The way that he talks, whack. Alors c'est une vidéo dans laquelle on peut voir un homme vivement critiquer un autre individu sans que celui-ci ne soit nommé. Mais il le critique sur plein de critères physiques, genre son apparence, ses chaînes, etc. Et ça fait écho à l'attitude de hater que Kendrick a adoptée durant tout le long de ce beef et surtout dans Euphoria. Et je trouve que cette petite pointe d'autodérision, elle est très sympa. Et même à la toute fin du clip, quand on croit que tout est fini, on entend l'équipe dire ça. Il demande donc aux figurants du clip s'ils veulent recommencer. Ça permet non seulement de répondre aux rumeurs de bot streaming pour les sons de Kendrick, c'est-à-dire le recours à des faux streams pour gonfler les chiffres, mais ça montre aussi une communauté soudée. Et cette question, elle s'adresse aussi à nous. Elle nous interpelle en nous demandant si on a envie de revivre un moment comme ça, qui est culturellement fort, et qui nous permet d'être réunis pour ressentir à nouveau une telle énergie. Et il y a une autre chose que j'avais pas remarqué, et cette fois-ci ça se joue dans les paroles, c'est le moment où il dit ça. Sometimes you gotta pop out and show niggas. C'est un clin d'œil au Pop-Out Show qui aura lieu quelques jours plus tard et qui réunira toutes les plus grandes figures modernes de la West Coast. Et c'est un concert au cours duquel Not Like Us a été joué 6 fois d'affilée dans une arène complètement bouillante. Et j'en chantais les paroles par cœur, je vous mets quelques images parce que c'est vraiment fou. Certified lover boy, certified pedophile. Fuck 'em up. I'ma do myself. Why you pulling like a bitch, ain't you? Trying to strike a chord, and it's probably... Et figurez-vous que c'est pas tout à fait fini puisque malgré tout, Drake a quand même répondu. Je sais pas si vous saviez, mais il a fait une réponse dans The Hot Part 6. C'est une chanson qu'il a publiée sur Instagram, un peu à la manière de Kendrick, faut se l'avouer. Il parle aussi du fait qu'il aura une fille cachée et dit que c'est soi-disant son équipe qui aurait fait tourner une telle rumeur pour ensuite la donner à Kendrick qui se serait empressé de la relayer. The ones that you getting your stories from, they are clowns. 12 seconds later. We plotted for a week and then we fed you the information. A daughter that's 11 years old, I bet he takes it. What? J'y crois pas trop, c'est pas très fondé et en fait il essaie juste de reprendre le contrôle là où il l'a complètement perdu. Et le truc qui est compliqué dans un beef, c'est qu'en fait Kendrick, comme je vous l'ai dit, a vraiment dicté le rythme et que du coup en sortant 2 sons d'affilée, Drake peut pas répondre à tout. Et pourtant c'est ce qu'il essaye de faire tant bien que mal, mais en fait on voit bien qu'il essaye juste
d'éponger peu à peu le mal qui a été fait. Et figurez-vous que ce n'est pas tout. Plus tard, Drake va essayer de relancer le beef en postant des photos de basketteurs, en faisant référence à un potentiel round 2. Et Kendrick, dans sa vidéo d'annonce du Super Bowl, va sous-entendre que, en effet, c'est fini et qu'il n'y a pas de round 2. You know, there's only one opportunity to win a championship. No round twos. Comment ce beef se finit-il vraiment? À l'heure actuelle, il n'est pas encore tout à fait fini pour tout vous dire. Alors peut-être que vous avez entendu parler de cette rumeur. Je sors un peu du thème et de la narration de la vidéo pour vous raconter ça parce qu'on est encore à un stade très avancé. En gros, ce qu'on sait, c'est que Drake a entamé une procédure que certains disent être un procès, mais seulement c'est pas tout à fait ça. Alors c'est une sorte de procédure judiciaire dans laquelle il réclame des explications à Universal et Spotify. Universal, c'est sa maison de disques et également celle de Kendrick. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Universal et Spotify ont un contrat qui fait que les deux sont très liés. Donc si jamais Spotify peut mettre en avant 2-3 artistes d'Universal, bah ça peut être pas mal. Du coup, ce que Drake clame, c'est que les chiffres de Not Like Us auraient été gonflés à cause de Spotify. Gonflés de manière artificielle, bien entendu, notamment avec le fait que les gens, lorsqu'ils ouvraient Spotify, avaient automatiquement Not Like Us en son, comme si c'était le dernier titre qu'ils avaient joué. Alors je sais que c'est un problème assez récurrent avec Spotify, mais c'est pas arrivé qu'avec Not Like Us, ça arrive avec plein d'autres morceaux, et moi-même ça m'est arrivé. Du coup, je trouve ça un peu faible comme preuve, et au-delà de ça, il a rien du tout. Du coup, il sait pas trop vers qui se tourner et il essaye un peu de rejeter la faute là où il peut. Et il se plaint d'un système duquel il bénéficie lui-même. Parce que si Spotify aurait soi-disant avantagé Kendrick, eh bien Drake lui a toujours été avantagé par Apple Music. En effet, le rappeur canadien a plusieurs fois rendu disponibles des projets en avance sur Apple Music. Du coup, lui et les fondateurs d'Apple Music ont vraiment un lien assez fort en termes de business. Les fondateurs d'Apple Music diront même que c'est grâce à Drake que la plateforme en est là où elle est aujourd'hui et qu'elle a un tel impact sur les États-Unis. Du coup, je trouve que c'est un move un peu hypocrite et au-delà de ça, c'est pas du tout une bonne stratégie. Parce que s'il gagne, ok, c'est un fait, les chiffres auront été gonflés, mais Not Like Us reste quand même un banger. Et s'il perd, ça change rien non plus et ça le ridiculise encore plus. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, Drake il est en sursis, c'est-à-dire qu'il est dans cette sorte de juste milieu où il faut absolument qu'il sorte un hit parce que sinon, vraiment, il est dans la merde quoi. Donc voilà où on en est aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est ce que vous aviez à savoir à propos du clash Drake et Kendrick. Je trouve que c'était important de remettre les choses dans leur contexte et ça sert aussi un peu de récap pour l'année 2024 vu que la fin de l'année approche à grands pas. Je pense qu'on peut vraiment se mettre d'accord sur le fait que c'est un événement qui nous a tous un peu marqué. On a tous suivi ça à notre manière et les morceaux nous tombaient dessus un à un, donc c'est vraiment cool. Surtout pour un Kendrick qui sort un projet tous les 5 ans et ça nous a vraiment permis de voir le talent de l'un comme de l'autre. Je pense que dans cette vidéo, j'ai pas été très objectif, j'ai surtout beaucoup parlé de Kendrick Lamar, mais honnêtement, pendant l'écriture, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus à dire sur le diss track de Kendrick. Et puis surtout, je vais pas vous mentir, les chansons de Drake, je les ai pas énormément appréciées sur un point de vue purement musical. Drake, c'est un artiste que j'aime bien, mais du coup, j'ai un peu de mal avec lui ces dernières années, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'image qu'il essaye de se donner. Et c'était quelque chose d'assez bien dépeint par Kendrick. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusque-là. J'espère que vous aurez appris des trucs, que vous aurez été fasciné comme moi. Ça fait 3 jours que j'ai créé la vidéo, c'était fou. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. Je vous fais des bisous les gars.